Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre atelier. Je suis content de vous retrouver. Et je dois commencer par vous féliciter parce que je suis allé lire tous les exercices que vous avez créés suite à la dernière vidéo. Donc vous vous souvenez, je vous avais proposé de faire des prosopopées. Et donc la prosopopée, c'est cet exercice de rhétorique où vous allez produire un discours depuis un point de vue qui n'est pas le vôtre. Vous allez faire parler un personnage historique, vous allez faire parler un objet, une vertu. Voilà. Et donc c'est cet exercice où vous devez faire cet effort de déplacement mental et de créer un discours qui est crédible, qui pourrait avoir été vraisemblablement prononcé par cette personne qui n'est pas vous. Et vraiment bravo, c'est émouvant en fait, c'est émouvant pour moi de lire tout ça, parce qu'il faut vous rendre compte que c'est des exercices qui ont plus de 2000 ans. On travaille sur des exercices qui ont plus de 2000 ans, et en faisant ces exercices, eh bien, on a cette connexion avec ces gens qui sont nos lointains ancêtres, et qui, comme vous, comme nous, à une époque, se rassemblaient, faisaient des exercices pour repousser les limites de la plus incroyable compétence, de la plus surprenante des créatures, l'homme. Merci donc à tous ceux qui ont participé, vous avez littéralement déposé des trésors sous ma vidéo, et merci plus généralement à tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure qui vise à recréer un atelier de rhétorique où nous allons pouvoir, grâce à des compétences rhétoriques affûtées, porter haut nos idées, déclencher un raz-de-marée d'intelligence et faire advenir la renaissance. Ceci dit, dans toutes vos belles productions, il m'a fallu faire un choix, et en voici le top 5. Mais avant, commençons par le favori du public. Par le favori du public, celui qui a reçu le plus de pouces. Alors bien sûr, c'est un petit peu artificiel parce qu'en cette matière, les premiers venus sont les premiers servis, mais être réactif est aussi une compétence qui mérite d'être valorisée. Le favori du public s'appelle Michael Lacoste, voici son texte. Que dirait le coronavirus aux Français? Vous avez trouvé comment me freiner, mais pas m'éliminer. Votre soif de liberté, votre système économique et votre envie d'être plus fort que moi vous ont amené à me laisser reprendre du terrain. Je mets à mal votre toute-puissance, car je bouscule vos croyances et vos capacités à éviter la mort. Vous savez que pour me vaincre, vous devrez sacrifier, mais vous n'en avez ni la force ni l'envie. Est-ce par imprudence, par une défiance inutile ou par bêtise que vous me véhiculez? Pensez-vous vraiment que votre gouvernement veut vous protéger de moi? N'est-ce pas de vous qu'il veut vous protéger? Vous finirez par me faire disparaître, mais je reviendrai autrement. Et si vous n'avez pas compris qui de vous ou de moi est vraiment le virus, tout recommencera. Je trouve ça très bien. Il y a un bon rythme, il y a une bonne progression, il y a une volonté d'utiliser l'exercice pour faire passer un message, pour faire passer une morale. Il y a juste une chose sur laquelle je t'inviterai à creuser. En fait, on peut réfléchir un petit peu plus à ce qu'est la psychologie d'un virus. Qu'est-ce que cherche un virus? Qu'est-ce que cherche à faire un virus? Il cherche à survivre, et le virus n'a pas forcément intérêt à ce que son hôte meure. Mais donc, moi je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que en cherchant un petit peu plus sur la manière dont fonctionne un virus, sur la manière dont un virus entretient les relations avec ses hôtes, avec son écosystème, on aurait pu peut-être aller vers d'autres pistes rhétoriques quand on lui permet de s'exprimer. Voilà, mais en tout cas, ce serait un autre exercice, juste pour nourrir un petit peu la réflexion. J'ai beaucoup aimé ce travail, et je comprends que le public l'est aussi apprécié. Venons-en maintenant à mon top. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce classement. Parce que vos productions étaient toutes plus intéressantes, plus belles, plus originales les unes que les autres, et ça n'a pas du tout été facile d'en sélectionner 5. Donc ces 5 meilleurs discours, j'aurais pu en mettre d'autres, jusqu'au dernier moment j'ai hésité, et donc j'ai décidé plutôt de sélectionner les discours que je trouvais les meilleurs, les exercices que je trouvais les mieux réussis, mais dans mes choix, ce qui a également présidé, c'était la volonté de vous donner un aperçu de toute la diversité des choses, de toute la diversité des manières dont on peut incarner cet exercice. Parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que ensemble, là, en faisant ces exercices qui sont bimillénaires, on est un peu des archéologues.
On fait de l'archéologie expérimentale, voilà, on a ces exercices, on les teste, on pousse leurs limites, on regarde toutes les directions dans lesquelles ils peuvent aller, et ça c'est fascinant. C'est fascinant parce que peut-être que nos lointains ancêtres jouaient aussi avec ça, peut-être qu'ils avaient aussi une multitude de manières de faire ces exercices, et c'est à ça que j'ai envie de rendre hommage dans ce classement, à cette créativité, à cette diversité, à ce pétillement d'intelligence collective qui fait qu'il y a eu des manières très différentes chez vous d'habiter, de créer, de faire cet exercice. Et c'est encore une fois pour ça que je suis tellement content qu'on ait ces moments ensemble. Cet atelier de rhétorique prend vie, et ça veut dire évidemment qu'il y aura plein d'autres exercices. Ça me motive d'une part à passer avec vous sur l'ensemble des exercices de rhétorique antique, puis après on va en inventer plein. Mais bon, là je m'enflamme un peu. Place au top. En 5e position, la prosopopée de Métro Sapiens. Que dirait Mustafa Kemal Atatürk face au président Erdogan? Nous sommes le 10 novembre, il est 9h05. Les sirènes retentissent dans tout le pays, tandis que sur le Bosphore, celles des bateaux sont au diapason. Le pays entier se fige pour observer 2 minutes de silence à ma mémoire. Je suis Atatürk, père des Turcs. En 1923, sur les ruines d'un empire ottoman écroulé, j'ai construit un État-nation empreint de modernité, s'inspirant de la Révolution française. Je suis Atatürk, père des Turcs, et j'ai réformé le pays en profondeur. Laïcité, abolition du sultanat, et du califat. Je suis Atatürk, père des Turcs. J'ai procédé à l'interdiction du port du fez, au changement de l'alphabet, au droit de vote des femmes, et ce, avant la France. Qu'avez-vous fait, mes fils, à notre République chérie? Pourquoi vouloir réécrire l'histoire? Pourquoi vouloir dilapider mon héritage? Je suis Atatürk, père des Turcs, et j'ai honte de mes enfants. C'est là qu'on réalise toute la force et tout l'intérêt de cette figure de rhétorique. C'est qu'elle permet comme ça d'introduire dans un discours une figure d'autorité, de lui redonner vie, d'honorer sa mémoire. Et donc ça ouvre des perspectives rhétoriques gigantesques. Et tout le truc maintenant, c'est d'oser le faire. C'est d'oser le faire. Une fois que vous êtes en train de prendre la parole, hop, ouvrez une parenthèse. Que dirait Charles de Gaulle s'il nous voyait? Eh bien, d'un ton grave, il se placerait devant nous et il nous dirait « C'est génial ça, si vous êtes capable de faire ça dans un discours. » Et puis au-delà de ça, c'est une très bonne manière de faire vivre les héros d'un autre temps, de leur rendre hommage, et en leur rendant hommage, de nous inciter à nous montrer à la hauteur. Donc j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai aimé la manière dont c'est construit, parce que c'est tout simple de commencer chaque phrase par « Je suis Atatürk » pour que ça fasse un refrain. C'est tout simple, mais c'est efficace, et ça permet de structurer une petite prise de parole. Donc tout ça pour vous dire que on n'est pas obligé d'en écrire des tartines, on peut faire des choses simples et qui ont l'impact nécessaire pour que le public se dise « Tiens, ça c'est intéressant, là il se passe quelque chose ». Merci à toi. Voyons maintenant qui est en 4e position. Changeons radicalement de style et d'univers avec un exercice qui m'a été envoyé par Impromptu. Que dirait le futur de l'humanité au présent? Cher présent, je m'adresse à toi pour te prévenir que si rien ne change, tu n'auras pas d'avenir. Ce n'est pas en connaissant quelques lois de la nature que tu peux te placer au-dessus d'elle. Elle n'a pas besoin de toi, mais pour toi, c'est ton futur. Il ne tient qu'à toi de la rendre plus belle. Cherche ce qu'il y a de mieux dans ton passé, mais sans jamais le copier. Cherche des héros et des explorateurs dans le présent. Ils sauront te faire aller de l'avant, que ce soit sur Terre ou plus tard ailleurs. Imagine-toi un avenir plus juste et plein de fleurs. Réfléchis vite, il te reste peu de temps. Cher présent, ton futur commence maintenant. Celui-là, je l'ai sélectionné parce qu'il me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'entre vous qui commencent à renouer avec cette audace, avec cette créativité de tout ce qu'on peut faire avec la langue, avec de belles images, avec un travail sur le rythme, avec un travail sur la rime. Parce que au cours de notre vie, notre style se ratatine. Souvenez-vous que vous avez été des enfants. Un enfant, ça écrit des poèmes, ça chante des chansons. Et au fur et à mesure, tout ça, ça disparaît, ça s'évapore. Et l'idée, c'est que vous avez pourtant besoin de ça. Vous avez besoin de ces ressources de la langue, de l'audace, de la créativité, pour pouvoir faire des discours qui sortent du lot. Et donc je suis très content qu'on ait avec cette chaîne créé un espace où vous pouvez renouer avec cette beauté de la langue. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est que si on regarde ce texte, eh bien,
le fond. On parle tout le temps du fond et la forme. Oui, mais ça c'est de la forme, ça c'est du fond. Mais non, mais les deux vont main dans la main. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un texte dont la forme permet de sublimer le fond. Parce que c'est joli, et du coup ça résonne, et du coup les idées s'ancrent en nous. Donc on ne peut pas espérer que nos idées deviennent marquantes si on n'en travaille pas le style. Je salue donc l'audace de cet exercice, et j'espère que ça va vous inspirer. Passons aux 3 premiers. Ce qu'aurait dit le Bouddha géant de Bamiyan aux talibans venus le faire exploser en mars 2001. Humain, oui toi humain qui me regarde, et t'apprête à mettre fin à mon existence. Sache que je ne serai pas en colère contre toi. Je perçois aisément le prestige que tu penses retirer de ton sombre dessein, et la forfanterie qui t'animera après ton forfait. Toutefois, je ne te hais pas, je te plains, toi à qui, jeune et bête, un autre humain, mu par un projet prédateur, a rempli le crâne de bile vesée quant à ma nécessaire mort, car sacrilège. Sacrilège au regard d'une entité qui pourtant prône le même amour que moi pour tous ceux qui croient en elle et honorent leur foi en vivant en paix avec tout autre humain, car il est humain au même titre qu'eux. Et en cela donc sacré d'une égale manière, tant pour moi que pour ton démiurge. En me détruisant, tu ne détruis pas seulement une statue, mais tu détruis aussi cette tolérance, ce merveilleux, ce talent de création humaine et des milliers d'années d'évolution de tes ancêtres, de tes parents. Ce ne sont pas un, mais 2 cultes que tu blesses alors par tes actes, tout comme tu amoindris de ce fait ce qui vous rend, vous humains, si merveilleux, quelles que soient vos origines, couleurs ou croyances. Cette capacité d'opposer à la vie contraire un échange, une sérénité, une bienveillance. Alors oui, je te plains, humain. Bon, c'est très bien ça, il y a un effort de vraisemblance du discours, en tout cas ça ressemble à ce que je comprends du message bouddhiste, donc très bon exercice sur ce point-là, mais surtout ça permet de voir quelle peut être la fonction sociale de cet exercice. Quand on est confronté à un acte si sauvage, si bête et si méchant que la destruction d'une belle partie du patrimoine de l'humanité, on est en colère, on est triste et on est en colère. Et grâce à cette figure de rhétorique, bien sûr, on ne ressuscite pas les morts, bien sûr, on ne répare pas les absurdités commises par les barbares, mais au moins ce qu'on peut faire, c'est lui rendre hommage. C'est rendre hommage à cette partie de notre patrimoine, c'est ériger cette statue en héros qui, même après sa destruction, est bien plus belle, bien plus noble que les abrutis qui lui ont tiré dessus. Et c'est ainsi que face aux événements fâcheux de la marche de l'histoire, la rhétorique console, la rhétorique répare, et la rhétorique nous permet de nous réélever moralement. On change de registre avec, en deuxième position, un texte qui a vocation à vous faire bouger. Il m'a été envoyé par Solène, et le voici. Le corps parle à l'homme sédentaire. Tu crois me posséder, pouvoir faire de moi ce que tu veux. Tu me vois comme ton esclave, simple véhicule entre le canapé et le fauteuil, entre la chaise et le lit. Te souviens de moi lorsque tu cherches à séduire. Me voilà triste de ne servir que ta vanité. Car, au fond, je ne suis pour toi rien d'autre qu'une boîte enfermant ton bijou, la raison. Pourquoi me nies-tu de la sorte? Ne sais-tu pas que l'opprimé, tôt ou tard, se lève contre son oppresseur? Quand je tomberai en décrépitude prématurément, dans le sillon de la maladie, je t'entraînerai? Alors tu me blâmeras, alors tu me reprocheras 1001 choses. Oui, tu oseras me condamner pour des effets que tu auras toi-même créés, par ta gourmandise, par ta paresse ou ta bêtise. Mais si tu veux, cette souffrance sera ta chance, l'occasion de te rendre compte que tu ne peux pas vivre bien longtemps en me délaissant. Je t'en prie, mon ami, cesse de me voir comme ton ennemi. Je ne suis pas une prison, je suis ta maison. Que tu le veuilles ou non, nous sommes compagnons. Hâte-toi, bouge. Bravo Solène, j'ai beaucoup aimé parce que en fait on voit ici l'utilisation persuasive qu'on peut faire de cette technique, parce que évidemment que le corps ne va pas se mettre à nous parler, mais en l'incarnant comme ça, en engageant ce dialogue que le corps pourrait avoir avec nous, ça nous motive à prendre soin de notre corps, et ça, seule la prosopopée permet de créer ça, et cet exercice permet de prendre conscience de toute l'utilité, de toute la force rhétorique de cette figure. Et puis au-delà de ça, j'ai trouvé ton texte bien rythmé. Il y avait un travail aussi sur la rime. Bravo. Venons-en au premier. Le premier est l'œuvre de Vincent Urbain. Que dirait l'amour à la pornographie? Eh bien, cher ami, je te chéris, vois-tu. Tant de personnes médisent de toi, en disant que tu dénatures l'acte charnel, que tu le travestis, que tu le rends même grotesque parfois. Mais grand Dieu,
Que je t'aime, moi. Tu es ma bouffonne adorée. Par toi, grâce à toi, je redeviens sacré dans un monde où tout est marchandise, comptabilité. Tu me mets en relief mieux que n'importe quelle trahison, mieux que n'importe quelle histoire ou n'importe quel poème. Alors oui, ma pauvre amie, tu n'es qu'une construction artificielle, un marché fantastique, lucratif pour quelques-uns, une damnation pour beaucoup d'autres. Mais ceux qui t'auront pratiqué assidûment, profondément et même passionnément, ceux-là, quand au détour d'une rue, ils se feront transpercer par un regard, alors ils entendront à nouveau le soleil chanter. Je ne suis jamais loin, même dans ce monde qui me bannit et me défigure, je ne suis jamais loin. Au détour du désespoir d'une existence, je suis capable de ranimer les braises de vie éteinte, et à cet instant, je redonne à entrevoir la pureté d'une passion incandescente. Bravo Vincent, c'est du très beau travail. Et c'est intéressant de voir que cette figure, donc cette figure de style, la prosopopée, permet finalement de rejoindre des réflexions philosophiques et morales, mais sans avoir la dimension moralisatrice. Parce que là, c'est un texte, on prend le plaisir à le lire, on prend plaisir à l'entendre. C'est pétillant, ça nourrit notre intelligence, mais tout ça, toute cette figure est au service d'un message qui est beau, d'un message qui fait avancer de belles valeurs morales. Bravo donc pour ton message, bravo pour son exécution, et c'est par ça que je veux conclure. C'est que, vous voyez, là, c'est une figure de rhétorique que vous pouvez utiliser de tout un tas de manières, et en l'utilisant parce que ça débouche sur des choses originales, sur des choses amusantes, sur des choses surprenantes, parce que ça fait vivre la créativité. Grâce à ce genre de figure, vous allez pouvoir redonner goût à des idées que vous partagez, mais à force de les partager, vous avez l'impression de vous répéter, et du coup le public se lasse. Et c'est à ça que servent les exercices de rhétorique. Ça vous permet de mettre les idées qui vous sont chères sur un piédestal en les présentant sous un angle nouveau. Merci à tous, c'est un vrai plaisir de faire cette aventure avec vous. Je suis toujours très heureux de vous lire, de vous relire. Merci de participer, et je vous retrouve très bientôt avec de prochains exercices. Prenez soin de vous, que vive l'intelligence et son outil, la rhétorique.